Bonjour Didier. Vous êtes le directeur général en charge des finances d'Eurazeo. Avec ses actionnaires et avec vous, on va parler de ce premier semestre. Pour commencer, pourquoi avoir voulu organiser cette webconférence pour ses actionnaires? Nous avons voulu organiser cette webconférence parce que nous avons chez Eurazeo une relation à la fois historique et importante avec les actionnaires individuels. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir. Nous avons plus de 21 000 actionnaires individuels chez Eurazeo qui représentent collectivement 45% du capital d'Eurazeo et plus de 51% des droits de vote. C'est une situation d'ailleurs assez particulière parmi les grandes entreprises françaises et nous souhaitons développer ce lien. Nous avons commencé à lancer une chaîne de vidéo news qui permettent d'expliquer chacun des grands événements d'Eurazeo. Et puis, je m'étais engagé à l'Assemblée générale à organiser cette webconférence en profitant des moyens techniques modernes qui sont disponibles aujourd'hui pour permettre à nos actionnaires individuels de bénéficier d'une présentation de l'activité d'Eurazeo et de ses comptes et également de poser les questions qu'ils souhaitent, comme pour nos actionnaires institutionnels. Merci Philippe. Et pour expliquer donc aux actionnaires qui sont avec nous aujourd'hui comment ça va se passer, on parlera ensemble d'abord de ce premier semestre avec les éléments clés sur l'activité. On verra ensuite les chiffres de manière très précise et puis on parlera ensemble également des perspectives. Alors, je voulais également vous préciser pour tous les actionnaires que sous la vidéo que vous voyez en ce moment, vous pourrez poser vos questions. Il y aura vos premières questions après la première partie. On en retrouvera quelques-unes après la seconde. Et puis, à la fin de la troisième partie, il y en aura encore d'autres. Donc, n'hésitez pas. Faites, s'il vous plaît, des questions courtes pour que tout le monde puisse participer à cette webconférence. Philippe, pour commencer, on va parler de ce premier semestre. Est-ce qu'on peut dire que ce premier semestre a été actif pour Eurazeo? Oui, on peut, je crois, dire que ce premier semestre a été particulièrement actif. Je crois d'ailleurs que c'est un des semestres les plus actifs de l'histoire récente de la société. C'est un semestre qui illustre bien la façon dont nous exerçons notre métier en 3 temps. Dans un premier temps, nous recherchons des opportunités d'investissement et nous essayons de les réaliser. Dans un second temps, nous accompagnons activement les entreprises dans la durée. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg, mais c'est probablement la partie la plus importante de notre métier. Et puis dans un troisième temps, évidemment, c'est la session, j'y reviendrai. Sur ce semestre, nous avons réalisé pas moins de 2,2 milliards d'euros de sessions signées dans l'ensemble du périmètre Eurazeo, dont 1,3 milliard porté sur le bilan d'Eurazeo lui-même et 2,1 milliards de nouveaux investissements, dont 1,1 sur le bilan d'Eurazeo. Et puis bien sûr, nous avons accéléré le développement de notre activité de gestion de fonds pour compte de tiers, notamment suite à nos 2 investissements dans Rhône et dans Idinvest, décidés fin 2017 et concrétisés sur ce semestre. Alors, un zoom tout d'abord pour parler de votre activité d'investisseur et parlons ensemble d'abord de vos sessions sur ce semestre. S'agissant des sessions, on a réussi à profiter d'un momentum qui était un très bon momentum de session. Nous avons réalisé un certain nombre de sessions dans des conditions financières qui sont très positives puisqu'elles se sont faites avec un multiple moyen de l'excédent brut d'exploitation, ce qu'on appelle l'EBITDA, de 15 fois. 15 fois, c'est évidemment un multiple important. En matière de création de valeur, le cash on cash atteint 3,2 fois sur les 4 sessions en cours. Ça signifie que sur ces 4 sessions, lorsque nous avons investi 100 euros, nous allons récupérer 320 euros de cash. Alors c'est le fruit d'un travail important réalisé par les équipes d'Eurazeo pour le développement de ces entreprises. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour souligner qu'Eurazeo n'est pas un investisseur purement financier. Eurazeo, c'est d'abord un investisseur opérationnel. Comme je le disais tout à l'heure, notre métier, c'est un métier de transformateur d'entreprise. C'est-à-dire notre métier consiste à accompagner le développement des entreprises dans lesquelles nous travaillons. Parmi les sessions récentes,
nous avons annoncé la cession d'une société de jeux dans laquelle nous avions investi il y a 4 ans, la société Asmodée, qui est une très belle entreprise. Je crois que c'est un bon exemple de ce travail de transformation. En 4 ans, nous avons multiplié le chiffre d'affaires d'Asmodée par 3,5. Cette société qui réalisait 80% de son chiffre d'affaires entre la France et la Grande-Bretagne réalise maintenant un chiffre d'affaires à 85%, non plus en France et à Grande-Bretagne, mais dans le reste du monde. Ceci grâce à un développement organique et des acquisitions réalisées avec l'accompagnement actif et l'accompagnement financier des équipes de Razéo. Et puis enfin, la marge brute d'exploitation a été multipliée par 6, ce qui nous permet de réaliser un multiple cash on cash sur cet investissement de 4 fois en 4 ans. Alors, de l'autre côté, si l'on peut dire, dans un contexte qui est quand même un peu plus tendu, du côté des acquisitions, est-ce qu'elles sont encore possibles ? Alors, les acquisitions, oui, sont possibles, comme en témoigne le 1,1 milliard que nous avons investi ou que nous allons investir sur le bilan de Razéo. C'est un montant à la fois important, mais il faut aussi le mettre en regard du développement des différents pôles d'investissement de Razéo qui nous permettent de profiter d'un champ d'investissement plus large. Par ailleurs, nous restons prudents dans les acquisitions. Ces acquisitions sont le résultat d'un processus de sélection extrêmement rigoureux. Et nous pouvons nous permettre d'avoir ce processus de sélection rigoureux, notamment parce que nous bénéficions d'une équipe de sourcing dédiée chez Eurazeo, équipe de sourcing qui nous apporte des opportunités d'investissement, d'abord plus nombreuses, et donc on peut être plus sélectif, et même parfois des opportunités qui ne sont pas ou pas encore sur le marché, ce qui nous permet d'investir dans des conditions plus favorables. Enfin, Eurazeo privilégie aujourd'hui soit des sociétés de croissance, soit des sociétés qui bénéficient d'une certaine résilience dans des domaines comme par exemple la sécurité ou la santé. Pour citer quelques exemples des investissements que nous avons annoncés, chez Eurazeo Capital, nous avons signé un projet d'acquisition pour une des sociétés d'assurance les plus réputées d'Europe, spécialisée dans l'assurance aux entreprises, la société Albingia. Chez Eurazeo PME, nous avons annoncé l'acquisition d'une société dans le domaine de la détection des intrusions aux abords des sites sensibles, la société Vitaprotec, ou encore chez Eurazeo Patrimoine, C2S, un groupe de 11 cliniques, dont la célèbre clinique du Parc à Lyon. Ça, c'est au niveau de Razéo, mais nos participations ne sont pas en reste. À leur niveau, elles ont réalisé pas moins de 10 acquisitions, ce qu'on appelle des build-up dans notre jargon, avec notre soutien humain et financier. Enfin, ces acquisitions illustrent bien notre objectif de diversification de nos actifs, toujours dans l'objectif de réduire les risques pour nos actionnaires. Alors, une autre activité dont on va parler à présent, c'est l'activité de gestion pour compte de tiers. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui ? La gestion pour compte de tiers, c'est un de nos axes de développement importants. Eurazeo construit un modèle que l'on appelle modèle dual, c'est-à-dire un modèle qui repose sur 2 jambes. D'une part, sur la gestion et l'investissement de l'argent que nous avons sur notre propre bilan, aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros, et d'autre part, sur l'investissement d'argent que nous confient des investisseurs partenaires. C'est ce qu'on appelle la gestion de fonds pour compte de tiers. Ce modèle dual, c'est un modèle assez original. Il y a assez peu d'acteurs dans le monde qui le réalisent, mais c'est un modèle qui est très puissant, parce qu'il nous permet d'une part de bénéficier de la stabilité, de la solidité, de la capacité d'accompagner nos entreprises dans la durée, ce que Jacques Attali appelle le capitalisme patient, et nous donne également une liberté dans l'horizon de sortie, alors que les fonds gérés pour compte de tiers, en complément, nous apportent évidemment des fonds supplémentaires à investir, nous permettent d'aborder d'autres tranches d'investissement, et puis génèrent, au bénéfice des actionnaires de Razéo, des revenus récurrents sous forme de management fees et sous forme de performance fees qui sont payés à Eurazeo. Et cette activité de gestion de fonds pour compte de tiers, bien sûr, a été renforcée avec les acquisitions récentes d'Idinvest et la prise de participation dans Rhône Capital. Alors j'imagine que ça va intéresser les actionnaires qui nous écoutent, mais d'ores et déjà j'ai envie de vous poser la question de savoir est-ce que ça va accélérer sur cette partie-là, et si oui, comment allez-vous accélérer ce développement dans la gestion pour compte de tiers ? Alors,
Oui, effectivement, ça va accélérer, hein, comme on l'a vu, la gestion pour compte de tiers représente aujourd'hui 10 milliards et demi, dont une grande partie vient de ces investissements dans Idinvest et dans Rhône. Ces deux sociétés, d'ailleurs, sont assez différentes. Idinvest, c'est un grand acteur reconnu du marché, principalement basé en Europe, actif dans différents pôles d'activité, 4 pôles d'activité, le segment croissance, sur lequel nous sommes également présents, le segment du venture capital, ce qu'on appelle le capital risque, où nous n'étions pas présents, et donc ça nous apporte un nouveau pôle d'activité, le segment de la dette privée et les mandats et les fonds privés. Grâce à ces apports, Eurazeo a désormais la capacité d'accompagner les entreprises sur un spectre très large, puisqu'on démarre aux start-up, aux entreprises de croissance, aux PME, avec Eurazeo PME, et aux grandes entreprises avec Eurazeo Capital. Et ceci aussi bien en equity que par la dette. Et puis la prise de participation de 30% dans Rhône Capital, tout en étant assez complémentaire, obéit néanmoins à une logique un petit peu différente. Rhône Capital est actif sur un segment qui est assez comparable à Eurazeo Capital, donc notre segment, ce qu'on appelle mid to large cap, donc des entreprises d'une certaine taille déjà. C'est une équipe très transatlantique. Rhône Capital a un peu plus de la moitié de son équipe basée à New York et une petite moitié basée à Londres. Eurazeo elle-même est une société transatlantique, puisque nous avions ouvert, vous le savez, un bureau à New York en 2016, piloté à l'époque déjà par Virginie Morgon. Et cet investissement dans Rhône Capital nous permet d'accélérer le développement transatlantique d'Eurazeo. Ce que je voudrais dire également, c'est que Idinvest comme Rhône sont deux acteurs reconnus de leur marché, ont réalisé de très belles performances. Sur son segment Private Equity, Idinvest réalise plus de 20% de taux de rendement interne par an en moyenne sur toute son histoire récente. Et Idinvest réalise plus de 30% de taux de rendement interne depuis 2008 également sur son segment. Donc ces deux opérations ont été signées au mois d'avril et seront consolidées dans les comptes d'Eurazeo à partir du 1er juillet en intégration globale pour Idinvest et mise en équivalence à hauteur donc, de 30% pour Rhône Capital. Alors, on sent bien que ce sont deux opérations stratégiques. Hein. On a vu beaucoup de commentaires sur ces opérations. Ces choix que vous avez faits sont des choix importants, bien entendu. Est-ce que vous diriez que ça peut constituer une nouvelle étape pour Eurazeo ? Alors, on peut considérer effectivement que c'est une nouvelle étape parce que c'est une accélération du développement d'Eurazeo. Bien sûr, cette accélération nous donne des leviers complémentaires. Toutefois, ce sont deux situations un petit peu différentes. Mais néanmoins, comme on a commencé activement à développer des synergies entre ces deux entreprises, d'abord avec Rhône Capital, en permettant de partager certaines opérations d'investissement lorsque cela fait du sens. Nous avons des représentants observers au comité d'investissement de Rhône Capital et eux en ont chez nous. Et d'autre part, nous avons également des représentants au comité de direction de Rhône et un des fondateurs de Rhône est membre du conseil d'Eurazeo. Il a été nommé à la dernière Assemblée générale, Robert Agostinelli, puisque vous savez que nous avons payé cet investissement en partie en actions et que donc les actionnaires de Rhône sont aujourd'hui actionnaires à hauteur de 2,7% d'Eurazeo. Vous parliez de synergie, parce que bon, il y a la partie juridique, hein, toujours, ça prend un certain temps. Là, vous avez concrètement, ça veut dire pour les actionnaires qui nous écoutent, vous avez commencé à travailler, à regarder quelle synergie, qu'est-ce que vous pouviez mettre en place avec les deux équipes ? Tout à fait. Donc, je viens de l'évoquer effectivement pour Rhône. S'agissant d'Idinvest, nous avons entrepris de rapprocher nos deux segments croissance, puisque ce sont deux segments sur lesquels nous sommes tous les deux présents. Et l'idée, l'objectif, c'est de construire un grand acteur du segment croissance en Europe. Nos équipes, par ailleurs, se parlent et préparent des synergies pour le futur. Par ailleurs, Eurazeo va investir dans des fonds gérés par Idinvest
Et il y a une double logique derrière cela. D'abord parce que c'est un bon investissement pour les fonds d'Eurazeo, mais ensuite parce qu'en investissant dans les fonds d'Idinvest, ça nous permet d'accélérer la croissance d'Idinvest et donc de créer plus de valeur dans l'actif dans lequel nous avons investi. Alors, je le disais aux actionnaires qui ont commencé à poser les questions qu'on allait faire une petite pause, justement en prenant un certain nombre de questions qu'ils ont pu poser. Donc, vous pouvez continuer, bien entendu, tout au long de notre webconférence. L'une des premières questions, justement, Philippe, elle est sur cette partie Idinvest. Et vraiment, la question est directe. Pourquoi avoir décidé d'acheter Idinvest ? D'abord parce que ça rentre complètement dans notre stratégie. Eurazeo avait d'ailleurs déjà acquis une société de gestion en 2011. Il s'agissait d'une société qui s'appelait Ophi Private Equity, dirigée par Olivier Millet, qui est toujours présent et qui a été nommé au directoire d'Eurazeo. Ça a été un grand succès. Quand nous avons racheté Ophi Private Equity, la société gérait un peu plus de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, elle gère 1,2 milliard d'euros. Donc c'est un magnifique track record. Depuis cette opération, donc en 2011, nous avons regardé de nombreuses opportunités d'investissement sur ce secteur. Dans toutes ces opportunités que nous avons regardées, on n'a pas réussi à se forger une conviction assez forte pour aller jusqu'au bout. Mais par contre, s'agissant d'Idinvest, ça s'est imposé à nous un peu comme une évidence, parce que c'est une entreprise de grande qualité, je le disais, c'est une entreprise qui a une très forte réputation sur son marché, et ça c'est un vrai actif pour une société de gestion. Elle répondait à notre stratégie de long terme de devenir le partenaire de référence des entreprises et des entrepreneurs à tous les stades de leur développement. Et comme nous l'avons vu, ça permet d'élargir également le spectre de notre champ d'investissement. On peut dire que le démarrage se passe bien. Je ne dis pas encore que c'est un grand succès, puisque c'est trop tôt. Mais malgré tout, Idinvest a levé plus d'1 milliard d'euros de nouveaux fonds sur le premier semestre. C'est presque autant que tout ce qu'ils ont levé sur l'année 2017. Donc c'est une belle réussite. Et puis enfin, s'agissant d'Idinvest, nous connaissions bien Christophe Bavière et Benoît Grossman, les deux associés fondateurs, et une partie de leur équipe. Et ce sont tous des professionnels de très très bon niveau. Alors, j'ai regardé effectivement la seconde question, parce qu'on en prend quelques-unes, on prendra beaucoup plus tout à l'heure, mais il y a une deuxième question sur les management fees. En général, quand il s'agit de fonds d'investissement, là, c'est un actionnaire qui connaît bien le sujet visiblement, 2% à peu près, c'est ce que la commission qui est prise, et il pose la question, lui, il voudrait savoir, Eurazeo, où vous situez-vous justement dans ce domaine, est-ce que par rapport à ces sujets de gestion? Alors, dans le cadre de notre activité de gestion de fonds pour compte de tiers, et plus spécifiquement pour la partie private equity, où effectivement les management fees sont dans le marché en général entre 1,5 et 2%, nous sommes complètement dans ce spectre-là de management fees. Les autres stratégies, en particulier la dette et le fonds de fonds, facturent des commissions un peu inférieures, mais c'est le marché qui est comme ça. Et ces management fees qui sont facturés soit par Eurazeo sur ses propres fonds de co-investissement, soit par Rhône, soit par Idinvest, génèrent des revenus récurrents pour Eurazeo. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à nos actionnaires que les coûts nets récurrents d'Eurazeo se situent, eux, à un niveau autour de 1% de l'actif sous gestion, c'est-à-dire qu'en fait, pour dire les choses simplement, les frais de gestion d'Eurazeo sont à peu près la moitié de ce que prélève un fonds classique. Merci Philippe. Alors, il est temps de passer maintenant au second chapitre de notre entretien, les résultats chiffrés, juste après ça. À présent, on va regarder donc les chiffres un peu dans le détail, les chiffres de ce premier semestre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que Eurazeo se porte bien sur ce premier semestre? On peut tout à fait dire que Eurazeo se porte bien. Nos chiffres du premier semestre sont des chiffres solides. Si on regarde d'abord le chiffre d'affaires, qui est un peu un indicateur de la dynamique du groupe, si on prend le chiffre d'affaires économique, ce que nous appelons chiffre d'affaires économique, c'est l'addition de notre chiffre d'affaires consolidé, plus notre part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence. Ce chiffre d'affaires économique
accru de 10% au cours du premier semestre et à taux de change constant, il a progressé de 14%. Si on regarde d'ailleurs un périmètre un peu plus réduit, c'est-à-dire si on enlève les sociétés que nous sommes en train de céder pour ne regarder que celles que nous conservons, ce qui est au fond l'indicateur le plus pertinent pour l'avenir de Razéo, la croissance est même de 17%. Si l'on regarde maintenant au niveau de l'excédent brut d'exploitation, l'EBITDA, celui-ci progresse de manière très satisfaisante à 11% à taux de change constant et même 14% à périmètre, dans le périmètre conservé. Au final, qu'est-ce que ça donne pour Razéo ? Au final, ça donne un résultat net part du groupe de 190 millions d'euros en croissance de 22% par rapport à la même période de l'année dernière. Alors, il y a un sujet qui intéresse les actionnaires qui nous écoutent, c'est à la fin de ce premier semestre, quelle est la trésorerie de Razéo et puis plus largement votre situation financière. La situation financière de Razéo reste très solide et ce n'est pas simplement le fait du hasard, c'est un élément de la stratégie de Razéo qui permet également de réduire les risques pour nos actionnaires. C'est aussi un atout important. Le fait de conserver une structure financière solide, ça nous permet d'abord de saisir les opportunités d'investissement que nous pourrions avoir. Ça nous permet d'accompagner dans la durée les sociétés, y compris sur un plan financier, si dans le cadre de leur développement, elles ont besoin d'un support de leur actionnaire. Et puis ça nous permet également de ne jamais être dans une situation où nous devrions vendre une société pour rembourser une dette. Et vous savez, dans des marchés qui peuvent être volatiles, si la maturité de votre dette se situe au creux du cycle et non pas en haut du cycle, nos actionnaires pourraient s'interroger sur la vraie valeur de nos actifs. Donc c'est très important de conserver une situation financière solide, c'est la clé de notre indépendance, c'est la clé de notre liberté de mouvement, et c'est ce qui nous permet de saisir, encore une fois, les investissements, les réinvestissements que nous le souhaitons. Pour vous donner quelques chiffres, au 30 juin, la trésorerie de Razéo se montait à 292 millions d'euros. Comme je le disais, nous n'avons pas de dette structurelle. Et pro forma des cessions et des acquisitions qui ont été annoncées, elle serait égale à 714 millions d'euros. Donc en matière d'endettement, il n'y a pas de dette structurelle sur le bilan de Razéo. La dette nette consolidée du groupe, c'est-à-dire en réalité l'addition des dettes qui peuvent être dans les différentes sociétés du groupe, se monte, elle, à 2,6 milliards d'euros. Je précise tout de suite que ces dettes sont sans recours sur Razéo. Et ça reste un niveau très prudent qu'on peut rapprocher de notre actif net réévalué qui, lui, se monte à un peu plus de 6 milliards d'euros. Justement, alors c'est une bonne transition parce que c'est ce dont on va parler maintenant, l'actif net réévalué. On sait que les analystes financiers aiment bien le regard de près. On en est où à la fin de ce premier semestre ? Alors vous avez raison, c'est effectivement un indicateur important. C'est un peu lui qui tire la progression du cours de bourse dans la durée. À la fin du premier semestre, l'actif net réévalué par action se monte à 78,3 euros, à comparer à un cours de bourse qui est autour de 67 euros. Donc on a encore une décote importante. Il progresse de 6,9% sur le semestre, retraité du dividende. Je voudrais à cette occasion rappeler que la valorisation de notre actif net réévalué est très prudente. Elle est prudente d'abord parce que notre méthodologie nous conduit à ne pas réévaluer les investissements récents, c'est-à-dire pendant au moins 12 mois. Et au 30 juin 2018, nous avons pas moins de 13 investissements pour un montant total d'1,380 milliard d'euros qui n'ont pas été réévalués pour des raisons méthodologiques. Ensuite, cette valorisation est prudente parce qu'elle s'applique sur des chiffres historiques et non pas sur des chiffres futurs. C'est-à-dire que nous ne prenons pas en compte dans notre actif net réévalué les perspectives de croissance des sociétés de notre portefeuille. Et de fait, chaque nouvelle cession est l'occasion d'externaliser ou de révéler, si on veut, une valeur cachée dans notre actif net réévalué. D'ailleurs, si on regarde notre actif net réévalué sur les 18 derniers mois, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2017, c'est un peu plus d'1 milliard de valeur qui a été créée sur cette période, auquel il faudrait ajouter 170 millions de dividendes distribués à nos actionnaires, donc un total de 1,2 milliard d'euros de valeur créée pour nos actionnaires, soit 24% en 18 mois. L'autre commentaire intéressant que je voudrais faire sur ce graphique, c'est que, alors qu'en début de l'année 2017,
les actifs non cotés du portefeuille représentaient 42% de notre actif net réévalué. Au 30 juin dernier, ceci représente près de 80% de l'actif net réévalué. Et c'est important parce que cet accès à des actifs non cotés au travers d'un titre coté liquide est une des caractéristiques originales de Raseo. Justement, ça nous appelle à parler du modèle de Raseo qui a évolué, on le voit très nettement. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de la valorisation de Raseo à côté de... Parce que vous évoluez d'un côté, mais voilà, la valorisation, elle en est où? Alors, évidemment, il faut que la valorisation, il faut que les méthodes de valorisation puissent évoluer avec l'évolution du groupe lui-même. Dans notre métier d'investissement, il existe en réalité 3 catégories d'acteurs. D'abord, ceux qui investissent exclusivement ou quasi exclusivement de l'argent qui leur est confié par des investisseurs partenaires. Ce sont des sociétés de services, au fond. Vous en connaissez quelques-unes emblématiques, comme KKR, comme Blackstone, mais on pourrait ajouter Rhône Capital ou Idinvest, qui sont dans cette catégorie-là. Et ces sociétés sont en général valorisées sur la base d'un multiple de leurs résultats. À l'autre extrémité, vous avez des sociétés d'investissement qui gèrent quasi exclusivement l'argent qui se trouve sur leur propre bilan. On en connaît quelques exemples, GBL, FFP, la holding de la famille Peugeot, ou nos amis de Wendel qui sont dans cette catégorie-là. Ces sociétés sont valorisées en général sur la base de leur actif net réévalué, moins une décote et parfois plus rarement avec une prime en fonction de la dynamique du marché et de leur capacité à générer de la performance supplémentaire. Et puis enfin, quelques sociétés, assez peu nombreuses, qui ont ce modèle mixte, ce modèle dual que nous évoquions tout à l'heure, comme ICG, Onex et bien sûr Euraseo. Alors dans le cas de Raseo, quand un actionnaire achète une action de Raseo, qu'est-ce qu'il achète? Il achète d'abord une part d'actifs qui ont été soigneusement sélectionnés et dont on pense dans lesquels on pense qu'on pourra créer beaucoup plus de valeur que ce que ces sociétés feraient si elles étaient toutes seules. Deuxièmement, cet actionnaire également achète une part de la société de service qu'on appelle le General Partner de cette société de service qui gère les 10 milliards et demi d'argent que nous gérons pour le compte de tiers, soit en direct, soit au travers d'Idinvest ou de Rhône. Et puis enfin, troisième élément, cet actionnaire achète une part du General Partner qui gère les 6 milliards d'euros que nous avons sur le bilan et qui va contribuer à créer plus de valeur que ce que ces sociétés ne feraient tout seuls. Et ce savoir-faire de Raseo, qui permet d'accélérer le développement des sociétés dans lesquelles nous avons investi, n'est aujourd'hui pas valorisé en bourse. C'est effectivement important. Alors, avant d'en reparler de la bourse, j'imagine que les actionnaires nous en parleront tout à l'heure. Un point qui peut être important en termes de flux d'ailleurs, puisque vous êtes reconnu aujourd'hui comme une valeur ISR. Alors, ISR, derrière ces 3 lettres, il y a investissement socialement responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour Euraseo? Oui, c'est quelque chose d'important. C'est une vraie valeur pour Euraseo. Nous avons commencé à travailler sur les questions de responsabilité sociale d'entreprise il y a maintenant plus de 10 ans. À un moment où, il faut bien le dire, peu de gens en parlaient, mais c'était plus pour nous une conviction. Depuis, nous avons beaucoup travaillé, nous avons constitué une équipe de très bon niveau, dédiée, et nous nous sommes nous-mêmes assignés des objectifs ambitieux. Nous avons d'ailleurs tout un chapitre de notre document de référence, le chapitre 2, qui présente nos objectifs et nos réalisations en la matière. L'intérêt aussi, c'est que compte tenu de notre métier d'investisseur, on peut bien sûr appliquer des problématiques de RSE à Euraseo elle-même, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un effet démultiplicateur. Quand on investit dans une entreprise, on va d'abord regarder avant d'investir si effectivement cette entreprise répond bien à nos critères en matière de RSE, ou bien si elle n'y répond pas, si on pense qu'on pourra l'amener à un niveau qui correspond à celui de Raseo. Mais ensuite, on va l'aider à se construire une politique RSE, définir des objectifs, suivre ces objectifs, créer des comités RSE dans ces sociétés comme nous en avons un nous-mêmes sur celui de Raseo. Et donc, en investissant chez Euraseo, on investit dans une valeur qui est non seulement reconnue
pour son implication en matière de RSE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Eurazeo a été nommé il y a peu de temps, il y a 2 mois, par Vigeo, parmi les 120 meilleures sociétés mondiales, tous secteurs confondus sur la base de ces critères, parmi les 20 meilleures françaises. C'est aussi aujourd'hui, à ma connaissance, la seule société d'investissement qui figure dans les 5 principaux indices ISR dans le monde. Mais au-delà de ce classement, qui bien sûr nous fait plaisir parce qu'il récompense un travail important fait depuis plus de 10 ans, je pense que la RSE, c'est aussi un moyen pour nos actionnaires de réduire les risques. C'est un moyen de créer plus de valeur. Et puis, c'est un atout qui prend de plus en plus d'importance parce que de plus en plus d'investisseurs institutionnels intègrent ou ont intégré dans leurs critères d'investissement des critères de RSE. On retrouve les flux à ce moment-là. Alors, on arrive à la fin de cette partie, Philippe, donc on va maintenant retrouver d'autres questions, il y en a encore 2. Une première qui concerne toujours la valorisation, c'est ce modèle qui évolue, mais est-ce que le marché va suivre lui aussi de son côté? Parce que les analystes, comment ils vous regardent finalement, vous, Eurazeo? Ce que j'observe, c'est que depuis que nous avons commencé à communiquer sur l'évolution de notre stratégie, on observe une certaine réduction tendancielle de la décote, ce qui semble montrer que le marché, effectivement, est sensible à cette évolution. Et j'observe aussi que les choses commencent à bouger auprès de la communauté des analystes. Tout récemment, d'ailleurs, dans sa dernière note, un des grands analystes de HSBC, Pierre Besset, a clairement posé un regard différent sur Eurazeo et revu son modèle de valorisation avec un objectif de cours qui est d'ailleurs de 86 €. Alors, il y a une deuxième question, toujours sur le cours de bourse, forcément ça intéresse les actionnaires qui nous écoutent, et il y en a un qui, forcément, il a regardé depuis le début de l'année, lui il trouve que par rapport au CAC 40, effectivement la performance de Eurazeo n'est pas forcément terrible. Est-ce qu'il y a une explication sur ce premier semestre, sur la valorisation, sur ce qui s'est passé sur le cours? Alors d'abord, ce monsieur a raison. Effectivement, le CAC 40 a progressé de 5,9% depuis le 1er janvier, et à ce soir, Eurazeo était en légère baisse de 7,8%. Mais il faut bien voir que ce mouvement fait suite à une très forte progression en 2017. Eurazeo avait progressé de 44,5%, alors que le CAC en 2017 n'avait progressé que de 12,8%. Donc si on se place avec un point de départ au 1er janvier, on est très en avance par rapport au CAC. Mais j'observe par ailleurs que la tendance baissière observée depuis février semble à nouveau faire place à un mouvement haussier depuis quelques semaines. Alors effectivement, on va arriver à la fin de ce chapitre sur les résultats du semestre. On va passer aux perspectives tout de suite après ce petit jingle. Alors on arrive pratiquement au terme de cette interview. Avant de passer donc à une nouvelle session de questions-réponses, on va s'intéresser aux perspectives avec vous, Philippe, aujourd'hui. On a l'impression effectivement qu'Eurazeo accélère. On parlait de ses acquisitions de ce premier semestre. Il y a une dynamique. Comment se présentent les perspectives pour vous? Les perspectives sont évidemment très encourageantes. Notre développement est devenu multidimensionnel. Il s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est la diversification des actifs et la diversification des pôles d'investissement. Aujourd'hui, nous avons 4 grands domaines d'activité. Le private equity, avec lui-même 5 pôles d'investissement. Donc, je le répète, donc les petites entreprises, les start-up, les entreprises de croissance, les entreprises moyennes et les grandes entreprises. Et puis un pôle que nous avons créé plus récemment, qui s'appelle Eurazeo Brands, pour investir dans des marques consumer. Et puis, à côté de ce pôle de private equity, 3 autres pôles, l'immobilier, la dette et le fonds de fonds. Second pilier, c'est le développement de nouvelles géographies. Nous avons ouvert, comme je le disais tout à l'heure, un bureau à New York en 2016, avec une équipe qui aujourd'hui comprend près de 20 personnes, qui a déjà réalisé 4 investissements, 2 pour Eurazeo Capital, 2 pour Eurazeo Brands, et nos prises de participation dans Rhône et dans Idinvest permettent d'accélérer ce développement international et ce potentiel de développement
à l'international. Et puis enfin, troisième pilier, c'est le développement de la gestion de fonds pour compte de tiers. Et ces trois axes permettent effectivement d'envisager une poursuite de l'accélération du développement de Razéo. Alors, je vous propose maintenant de prendre un certain nombre de questions qui nous ont été envoyées donc, tout au long de cette webconférence. On va commencer par celle-ci, qui parle des indicateurs économiques ou financiers qui sont importants pour vous. C'est un actionnaire qui demande effectivement quels sont pour vous les indicateurs économiques ou financiers externes à surveiller, parce qu'ils pourraient avoir un impact simplement sur le cours de Razéo. C'est une bonne question. D'abord, évidemment, pour nous, l'indicateur, un des premiers indicateurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'actif net réévalué. C'est ce qui, à la fin de la journée, traduit la capacité des équipes de Razéo à avoir créé de la valeur dans ces actifs. Ça passe par beaucoup de choses, mais pour faire simple, ça passe à la fois par la croissance d'activité des entreprises, combinée à l'amélioration de la performance de ces entreprises. Donc il est certain que l'environnement international peut jouer un rôle dans le développement des entreprises. Je voudrais en profiter, si vous me permettez, pour faire un commentaire. Dans un environnement économique qui est cyclique par nature, on a traversé des cycles hauts, des cycles bas, et puis on en aura d'autres. Ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes dans un cycle haussier. La structure de Razéo, le fait qu'on conserve une structure financière très solide, nous permet d'envisager de traverser des cycles avec une certaine sérénité. Bien sûr, pendant un cycle, toutes les entreprises sont en général impactées. En réalité, il y a beaucoup moins d'activités contracycliques que ce qu'on veut bien le dire. Mais j'ai eu l'occasion au cours de ma vie professionnelle de voir beaucoup de cycles, et il y a quand même quelques invariants. Parmi ceux-ci, le fait que si tout le monde est impacté pendant un cycle, à la sortie, les forts ressortent plus forts et les faibles disparaissent, ont été rachetés ou ont été affaiblis. Et c'est ainsi que lors de la dernière crise, dont on dit que c'était une crise centenaire, donc j'espère qu'on n'en reverra pas une pareille dans les toutes prochaines années, grâce à la solidité financière de Razéo, nous avons pu aider certaines de nos entreprises, Elis par exemple, vous savez, la très belle société de gestion de linge, à acquérir les actifs espagnols d'un de ses concurrents qui avait besoin de vendre pour se procurer du cash, et du coup, ça a permis d'accélérer le renforcement d'Elis. Alors une autre question, parce qu'on a parlé pas mal ensemble de réussite de sociétés qui marchaient bien. Là, il y a un actionnaire qui remarque, voilà, il vous reste 30% d'Europecar, le cours ne cesse de s'effondrer malgré le rachat de Goldcar. Comment pensez-vous redresser la société et à quelle échéance? Ça, c'est une question Alors d'abord, je voudrais dire que le cours ne cesse pas de s'effondrer puisqu'il était en forte hausse aujourd'hui après la communication qu'Europecar a fait hier soir sur ses résultats. C'est vrai que c'est un secteur néanmoins qui est sous pression. C'est vrai qu'Europecar est en dessous de son cours d'introduction en bourse. Europcar, lors de l'introduction en bourse, avait communiqué des objectifs moyen terme. Je les rappelle, 3 milliards de chiffre d'affaires, 14% de marge brute d'exploitation corporate, ce qu'on appelle le corporate EBITDA, et puis un objectif également en termes d'endettement. La société a reconfirmé l'atteinte de ses objectifs. Moyen terme, ça veut dire 2020. Donc plus le temps passe, plus ces objectifs de moyen terme deviennent des objectifs de court terme. Je pense qu'Europecar atteindra probablement en avance les objectifs de chiffre d'affaires, mais ça n'engage que moi. Et il travaille effectivement maintenant sur la mise en œuvre des synergies liées aux acquisitions que cet actionnaire soulignait, Goldcar en Europe du Sud principalement, Buchbinder en Allemagne et quelques autres, au Danemark notamment, ce qui va permettre de renouer avec une profitabilité qui nous met sur la tendance annoncée. Donc moi, je garde une certaine confiance dans Europcar. Je pense que cette société est capable de retrouver des niveaux de cours de bourse plus attractifs. Alors une autre question sur l'actionnariat familial, puisque c'est effectivement, vous l'aviez évoqué pour Razéo. Il y a un actionnaire qui pose une question très précise en disant quels sont les engagements, alors ce sont les packs d'actionnaires comme disent les juristes, les engagements donc pris par les familles Decaux à l'égard des autres familles. Alors, Decaux a un pacte d'actionnaires avec Razéo. La famille de Michel David Veil a un pacte d'actionnaires entre eux et à l'égard de Razéo.
Pacte de co, pour faire simple, précise quelles sont les capacités de montée au capital de la société de co. Vous avez vu d'ailleurs qu'ils se sont renforcés récemment au capital de Raseo, en profitant d'ailleurs de la baisse du cours de bourse, hein, et je pense qu'ils ont bien fait. Et par ailleurs, nous avons un droit de première offre, si je puis dire, si jamais un jour ils souhaitaient vendre leurs titres, mais je pense que ce sera probablement dans un futur lointain, parce que ce sont des gens qui s'engagent sur le très long terme, comme ils l'ont montré déjà dans d'autres de leurs investissements. La famille de Michel David-Weill, ils ont un pacte de concertation entre eux, puisque là, il y a plusieurs actionnaires. Et puis, on a également un pacte un peu de même nature qu'avec la famille Decaux, ce qui permet pour nous, Euraseo, d'avoir une certaine confiance, je dirais, dans la stabilité de nos grands actionnaires. Et c'est important pour nous parce que notre cycle de production, le temps de chercher un investissement, le développer, puis ensuite le céder, est un cycle de longue durée. Et donc c'est important pour nous d'avoir aussi des actionnaires de longue durée. Alors on va faire le grand écart, parce qu'il y a un actionnaire qui, lui, s'intéresse à l'histoire Carambar. Il a tout à fait le droit, parce que c'est une belle histoire. Mais vous en êtes où, Euraseo, avec Carambar? Alors, nous avons repris l'an dernier, effectivement, un ensemble de marques de confiserie. Ce sont des marques qui étaient, ce que je vais dire est un peu caricatural, et je vous prie de m'en excuser, mais qui étaient un peu perdues au milieu d'un très grand portefeuille de marques qui appartenait à une société américaine qui s'appelait Mondelez. Ces marques que nous avons repris, j'en cite quelques-unes, Carambar effectivement, mais il y a aussi Créma, La Pie qui chante, les Rochers Suchard, les Malabar, les pastilles Vichy, le chocolat Poulain, sont toutes des marques iconiques. Oui. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que fait aucune de ces marques, tout le monde les connaît. Mais du fait qu'elles étaient un peu restées au bord du chemin chez Mondelez, elles n'ont peut-être pas bénéficié du potentiel d'innovation et du potentiel de communication qui permettrait de ramener ces marques iconiques là où elles devraient être. Donc c'est notre objectif, et c'est un objectif évidemment commercial et financier, c'est aussi un objectif industriel, puisque nous avons repris également 5 usines dans différentes régions de France. Nous avons prévu d'investir pas moins de 25 millions d'euros pour moderniser ces usines, les ramener au meilleur niveau, et puis réintégrer en France certaines productions qui étaient faites en dehors de France, parce que nous pensons que dans ce domaine-là également, le Made in France a une valeur. Alors, une question aussi qui est très intéressante d'un actionnaire, puisqu'elle est dans l'actualité, c'est une question qui concerne Euraseo, c'est est-ce que vous êtes investi dans les entreprises qui font des affaires en Iran? C'est vrai qu'on s'inquiète sur ce qui se passe avec les sanctions américaines. Non, nous n'avons pas d'investissement significatif, même d'ailleurs quasiment pas dans des sociétés qui travaillent en Iran. C'est un peu le fait du hasard. Mais voilà, c'est un fait. Personnellement, je trouve assez dommageable que des entreprises non américaines soient soumises à la législation américaine par ce biais-là. Je pense qu'il est urgent que l'Europe se dote d'une législation équivalente qui nous permettra d'être à égalité avec les États-Unis sur ce plan. Oui, vraiment, là, il y a un vrai décalage. Alors, il y a aussi une question d'un actionnaire sur la dette dite structurelle, mais lui, il dit comment ont évolué la totalité des dettes d'acquisition, donc au 31-06-2017, comparé au 2018, comparé à 2017. Est-ce que, effectivement, que pensez-vous de ce niveau? Alors, chez Euraseo, on ne veut pas de dette structurelle au niveau d'Euraseo. Mais on a tendance aussi à être prudent au niveau de la dette que l'on met, le cas échéant, dans les sociétés en dessous. Beaucoup de nos investissements, d'ailleurs, n'ont pas de dette. Chez Moncler, il n'y a pas de dette. Chez Carambar, dont on parlait, il n'y a pas de dette. Dans d'autres de nos activités, on n'a aucune dette. Et dans les sociétés dans lesquelles nous avons de la dette, on essaye de rester assez prudent par rapport aux multiples, effectivement, que l'on voit aujourd'hui. C'est une bonne question de cet actionnaire. On retrouve aujourd'hui des niveaux de multiples de dette et des modalités de dette de même nature que celles qu'on avait en 2007. Et évidemment, pour des investisseurs moins scrupuleux que Euraseo, ça peut permettre de payer des prix très élevés en espérant que tout se passe bien pour l'avenir. Mais du coup, ça accroît les risques. Et chez Euraseo, on essaye d'offrir à nos actionnaires un couple rendement-risque qui soit attractif,
Donc on ne veut pas surcharger les sociétés avec de la dette. Alors, je vous transmets aussi une question qui est positive, parce que c'est un actionnaire qui envoie ça, enfin, qui a un commentaire positif qui dit merci à Eurazeo de poursuivre avec régularité la distribution d'actions gratuites qu'il faut intégrer dans l'appréciation de l'évolution de la valeur du cours de bourse dans les semaines qui suivent leur attribution. Merci effectivement, merci à vous pour ce commentaire. J'en profite, si vous me permettez, Didier, pour préciser un point, c'est que l'action gratuite, elle a aussi pour conséquence positive d'augmenter le dividende d'Eurazeo, puisque un actionnaire qui aurait 100 actions aujourd'hui, dans un an, il en aura 105 et il touchera donc 105 dividendes. Nous savons que beaucoup de nos actionnaires, et notamment d'actionnaires particuliers, sont sensibles aux dividendes. Et je voudrais souligner que le dividende d'Eurazeo a progressé de près de 7% par an en moyenne au cours des 14 dernières années. Il n'a jamais baissé, il n'a jamais été interrompu, même pendant la crise qu'on évoquait tout à l'heure. Donc je crois que c'est important de le souligner, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Alors on parlait de la conjoncture internationale et puis des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran. Il y a un actionnaire, lui, effectivement, qui se pose la question sur les États-Unis, c'est-à-dire qui vous demande est-ce que c'est pas plus compliqué d'investir aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe, et comment aussi vous gérez le risque de change. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on a rencontrées qui en parlent. Alors, ce sont deux questions différentes, je vais répondre aux deux, bien sûr. D'abord, est-ce que c'est plus difficile d'investir aux États-Unis ? Non, ça n'est pas plus difficile. C'est un petit peu différent. Les modalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Lorsqu'une affaire est à vendre, il y a tout de suite un très grand nombre d'investisseurs potentiels qui demandent les investment memos. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la journée, il y aura un plus grand nombre d'investisseurs qui fera une offre. Mais en France, les gens... en général, ne demandent un investment memo que s'ils ont déjà une certaine confiance dans leur intérêt à aborder cet investissement. Moi, je voudrais saluer le travail qui a été fait par l'équipe américaine à cette occasion, parce que ce n'était pas évident. Je veux dire, on arrive de France, on n'avait pas, en tout cas aux États-Unis, la même légitimité que celle que nous avons en France. Je rappelle que Eurazeo a été fondé en 1881. Et pour autant, nous avons été capables très vite de rentrer dans le deal flow américain, d'identifier de belles opportunités et de les concrétiser, puisque, comme je disais, nous avons fait 4 investissements aux États-Unis. Non, ça n'est pas plus difficile. Il y a plus d'acteurs, mais il y a aussi beaucoup plus d'opportunités. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même quelques caractéristiques particulières d'Eurazeo qui sont attractives pour les investisseurs, pour les sociétés américaines. Le premier, c'est le fait qu'on ait des capitaux permanents. C'est le cas de très peu d'entreprises américaines. Pour beaucoup d'entrepreneurs, s'associer avec quelqu'un qui a un vrai bilan, qui a des capitaux permanents et donc qui a cette capacité d'accompagner le développement d'entreprises dans la durée, ça a une vraie valeur. Deuxième caractéristique, nous sommes une société familiale. Je le disais en préambule. Et pour un certain nombre d'entrepreneurs, ça a aussi une certaine valeur parce qu'ils ont le sentiment qu'il y aura une certaine proximité culturelle avec Eurazeo. Et troisième élément, et celui-ci est très matériel, je disais qu'Eurazeo a pour vocation d'aider les entreprises dans lesquelles nous investissions à se développer. Ça passe aussi par l'aide qu'on peut leur apporter pour se développer au plan international. Nous avons un bureau à Shanghai, nous avons un bureau à Sao Paulo. En tout cas, au moment présent, l'objectif des équipes que nous avons en Chine et au Brésil, ça n'est pas de faire des investissements en direct dans ces géographies. Elles sont là pour aider celles de nos entreprises pour lesquelles ça fait du sens à se développer dans ces géographies. Ça fait partie du service qu'Eurazeo apporte aux sociétés de son groupe. Et pour beaucoup d'entreprises américaines, de belles entreprises américaines, qui souhaitent se développer à l'international, notre présence en Europe, notre présence en Chine, notre présence en Amérique latine est quelque chose qui a une vraie valeur. Alors, on parlait tout à l'heure de vos différentes activités, et justement, il y a un actionnaire qui a bien vu que vous aviez vendu ANF et qui, du coup, vous demande quelle stratégie pour votre pôle immobilier. Alors, on a un pôle immobilier qui est très dynamique également, puisqu'il a annoncé pas moins de 3 investissements depuis le début de l'année. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'investissement dans ce groupe de cliniques, C2S. Je rappelle que sur les 11 cliniques, 7 sont propriétaires de leur immobilier. Le deuxième, nous avons investi dans l'acquisition d'un très bel ensemble immobilier de 24 000 m² sur les quais de Seine à Suresnes, près de la Défense, que nous allons complètement restructurer pour en faire un immeuble au meilleur standard, très moderne dans son organisation. Et le troisième, c'est la création d'une joint venture
en Espagne avec un groupe connu en Espagne qui s'appelle Dasia, donc la joint venture va s'appeler Daseo, et dans le cadre d'un programme d'investissement de 70 millions pour développer des opérations résidentielles en Espagne. Bien, nous arrivons à la fin des questions qui nous ont été posées aujourd'hui. Peut-être un mot de conclusion sur cette webconférence. Je voudrais d'abord remercier tous les actionnaires qui ont été présents avec nous aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format d'information a répondu à vos attentes. En tout cas, je suis preneur de toutes vos suggestions que vous pouvez m'envoyer à l'adresse email actionnaire@euraseo.com. Nous souhaitons reproduire cet exercice. Donc je vous donne rendez-vous le 9 mars prochain pour la communication de nos résultats annuels. Et d'ici là, je vous invite à suivre l'actualité d'Euraseo sur notre site internet www.euraseo.com. Merci Philippe et merci à tous de nous avoir suivis.